Bonjour, dans cette vidéo concernant toujours le module des réseaux locaux industriels, on va décrire le bus LIN utilisé dans l'automobile, généralement comme sous-réseau du bus CAN pour interconnecter les micro-actionneurs et les capteurs. Donc pour comprendre le contexte de création du bus LIN, on doit parler de soi-disant certaines limites dans l'architecture matérielle du bus CAN, surtout dans le domaine de l'automobile. Donc premièrement, les composants d'un nœud de bus CAN, que ce soit le contrôleur ou le transceiver, ce sont des composants qui travaillent sous une tension de 5 volts, alors qu'on sait que la batterie d'une voiture fournit 12 volts, ce qui implique l'utilisation de régulateurs supplémentaires. Donc deuxièmement, ce protocole impose, comme on a déjà vu dans l'ancienne vidéo, un contrôleur de bus CAN, ça veut dire une interface supplémentaire qui n'est pas normalisée. Donc à savoir, il va ajouter un contrôleur de bus CAN pour gérer le protocole, en plus qu'un dispositif transceiver pour gérer la transmission-émission et pour adapter les signaux unipolaires TX-RX à la transmission différentielle du bus CAN. Donc dans ce contexte-là, pour ces raisons et d'autres liés à la consommation d'énergie qu'on désire toujours diminuer, un consortium de marques, à savoir Audi, BMW, Daimler Chrysler, il y a aussi Motorola, Volvo et Volkswagen, ils ont récemment proposé une solution appelée bus LIN, LIN pour Local Interconnected, donc Local Interconnected Network. Donc, comme on a dit dans l'introduction, cette normalisation elle est utilisée comme sous-réseau du bus CAN. Donc son historique, c'est la commencé en juillet 1999 avec la version 1.0. Et en 2010, on est arrivé à la version 2.2. Les plus grosses différences sont entre la version 1.3 et la version 2.0, du point de vue protocole de communication. Alors, du point de vue caractéristique du bus, c'est un bus qu'on va retrouver au niveau de l'habitacle du véhicule, capteur pluie, capteur de lumière, contrôle lumière, les toits ouvrants. On le retrouvera aussi au niveau des portières du véhicule, des rétroviseurs, miroirs, ouverture, fermeture centralisées, les vitres. Il y a aussi la motorisation, mais la micromotorisation, c'était les petits moteurs, le volant, l'essuie-glace, contrôle de la climatisation. Et enfin, on le retrouve aussi au niveau des sièges. Quand il s'agit de sièges motorisés, ça veut dire avec le moteur de la position des sièges, les sièges chauffants et les capteurs pour indiquer la présence ou l'absence de l'occupant dans un siège. Donc ça, c'est généralement les 4 domaines où on retrouvera le bus LIN dans l'automobile. Donc, du point de vue caractéristique, c'est un bus unifilaire, donc one wire, fonctionnant sous 12 volts. C'est-à-dire on retrouvera dans le bus LIN 3 fils, un pour la masse, un pour 12 volts et un pour la transmission-réception des données. Donc la figure suivante montre une comparaison des signes optiques électriques d'une portière classique sous bus CAN et d'une autre portière optimisée avec un bus LIN, donc one wire, et une interface avec le bus CAN global de l'automobile via le boîtier de servitude intelligent. Donc là, c'est une comparaison des deux synoptiques. Donc là aussi, on a dit que pour question de limite de bus CAN qu'on avait expliqué au départ, ce bus LIN, il exploite uniquement l'interface standard UART-SCI, c'est-à-dire l'interface de communication série synchrone asynchrone, commune à tous les microcontrôleurs. Alors, cette interface, c'est elle qui gère la communication TX-RX des microcontrôleurs, selon bien sûr la norme RS-232 qu'on a déjà vu dans le premier cours. C'est-à-dire avec cette interface de communication, la donnée maximale qu'on peut transmettre, c'est 8 bits, c'est-à-dire un caractère, avec un bit start au départ et un bit stop à la fin, avec éventuellement un bit de parité qu'on peut ajouter. C'est-à-dire, à la place de l'interface de communication ou du contrôleur du bus CAN, donc il a été supprimé et il a été remplacé par une interface de communication
usuel série USART qui est disponible dans tous les microcontrôleurs. Ça veut dire dès maintenant on peut dire que le protocole de communication en ligne, donc il sera limité à la transmission au niveau de la trame, la transmission caractère par caractère, donc 8 bits par 8 bits, et chaque bit sera précédé d'un bit start et à la fin un bit stop. Donc maintenant, toujours au niveau des caractéristiques du bus LIN, donc concernant le débit, on distingue trois types. Donc slow, avec un débit maximum de 2400 bits par seconde, correspondant à une durée de bits de 416,6 microsecondes. Medium, débit médium, 9600 bits par seconde, et fast, 19200 bits par seconde. Donc on voit bien que ce sont des débits qui sont largement inférieurs à 1 mégabit par seconde, le maximum disponible pour le bus CAN, mais c'est justifié par la nature des systèmes qui sont gérés par ce bus LIN. Donc concernant la topologie, c'est une topologie bus ou arbre hiérarchique avec fonctionnement maître-esclave, et là c'est chaque segment ne peut contenir qu'un seul maître et plusieurs esclaves avec un maximum de 32. Donc là déjà ça va alléger le protocole. Pourquoi? Parce que vu qu'on aura un maître par segment, c'est-à-dire il n'y aura pas le problème d'arbitrage qui se posait au niveau du bus CAN. Dans le cas où plusieurs maîtres désirent communiquer en même temps, là il y a la gestion de priorité. Donc, chose importante, ce bus n'a pas besoin d'arbitrage. C'est-à-dire il n'a pas besoin de gérer l'arbitrage ou d'un procédé de gestion d'arbitrage dans son protocole de communication. Vu que un segment bus LIN ne peut contenir qu'un maître et les autres nœuds sont des esclaves. Alors, du point de vue codage, donc le bus LIN est compatible avec la norme ISO 9141, donc protocole basé sur le codage NRZ, donc non return to zero qu'on a déjà expliqué durant la première vidéo, avec une liaison 3 fils, un fil pour la masse, un fil pour la tension batterie 12 volts, et le bus LIN pour la communication, donc one wire. Donc au niveau du codage, donc le bit dominant correspond à une tension comprise entre 0 et 40% de la tension d'alimentation. Le bit récessif entre une tension de 60% à la tension d'alimentation V supply, son maximum. Par exemple, pour 12 volts, pour une tension d'alimentation de 12 volts, le bit dominant, c'est toute tension comprise entre 0 et 4,8 volts. Et le bit récessif, c'est toute tension comprise entre 7,2 et 12 volts. Il est à noter aussi que, puisque la liaison elle est one wire, c'est un seul fil pour transmettre et pour recevoir les données, donc on aura besoin d'un transceiver, c'est-à-dire une interface de communication purement matérielle, qui permettra d'adapter les TX et RX qui proviennent des microcontrôleurs avec le one wire, la tension bus LIN. Donc c'est un interfaçage typique avec un transistor au niveau de TX pour transmettre et un comparateur, un trigger de Schmitt au niveau de la réception RX. Donc ce composant transceiver, on le retrouvera dans le synoptique électrique d'un nœud bus LIN. Donc comme on a dit, le bit récessif sera caractérisé par une tension comprise entre tension d'alimentation et 60% de cette tension d'alimentation, sachant que la tension d'alimentation est typiquement entre 7 et 18 pour ce bus, et le bit dominant, une tension comprise entre 0 et 40% de la tension d'alimentation. Donc, toujours concernant l'architecture matérielle du bus LIN, donc un nœud typique a besoin pour son fonctionnement au sein d'un réseau bus LIN des constituants suivants. Donc d'abord il faut un microcontrôleur, donc ici, qui sera le composant intelligent du nœud, c'est lui qui va gérer le protocole LIN. Donc on n'aura pas besoin d'un contrôleur de bus pour le réseau LIN. Par contre on va utiliser le module de communication série USART qui est intégré à tous les microcontrôleurs, et on aura besoin pour cela d'un driver
pour le protocole. Donc c'est quoi un driver? C'est-à-dire un driver logiciel, une fonction logicielle ou plusieurs fonctions logicielles qui permettront de gérer aussi bien la transmission, c'est-à-dire ils vont mettre en forme la trame et calculer les checksums pour gérer la transmission, aussi bien que la gestion de la réception des protocoles. Donc ça veut dire le driver software avec l'interface UART jouent le rôle du contrôleur de bus LIN, entre guillemets. Donc ils joueront le rôle du contrôleur de bus LIN. Et le dernier nœud est le transceiver qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire c'est une interface de ligne qui adaptera les signes TX-RX à la ligne unifilaire physique one-wire du bus LIN. Donc voilà concernant le signe optique de liaison filaire. Et un exemple de nœud bus LIN, donc ici à base du transceiver L9638 de STM Microelectronics, qui est ici connecté à un microcontrôleur TX-RX. Et de ce côté-là, on retrouve le bus LIN avec une résistance de tirage et un condensateur de découplage. Donc là aussi, la nécessité d'un régulateur L4979 ici, donc c'est lui qui va adapter la tension batterie à la tension d'alimentation du microcontrôleur. Cet exemple, c'est un ligne purement STM Electronics. C'est un exemple. Donc maintenant, passons à la description du protocole, donc la description du protocole de communication du bus LIN et à son principe de fonctionnement. Donc il s'agit, comme on a déjà dit, d'un bus avec un seul et unique maître et un ou plusieurs périphériques esclaves, avec une trame, donc la trame ici, qui est divisée en deux parties, donc un message header ici, avec 3 champs, et un message réponse. Alors la communication avec le bus LIN est entièrement contrôlée par le maître, c'est-à-dire c'est le maître, donc c'est le maître qui contrôle la communication à l'aide de la tâche maître qui consiste à transmettre le message header. C'est-à-dire le message header sera toujours transmis par le maître. Donc ce message header, donc il consiste en une séquence de 3 champs. Donc le premier champ, c'est le champ break, c'est l'équivalent du start. L'équivalent du start, donc ça indiquera le début de la trame pour tous les nœuds du bus qui vont recevoir cette trame. Donc on va voir sa constitution. Le deuxième champ, donc c'est le champ de synchronisation. Donc il permet au nœud esclave d'effectuer une détection automatique de la vitesse de transmission, c'est-à-dire le débit de transfert. Donc ils arrivent à se synchroniser avec et à ajuster leur propre vitesse afin de se synchroniser avec la trame. Et le troisième champ, c'est le champ identificateur. C'est un champ un petit peu spécial. Il est différent du champ identificateur du bus CAN, qui avait pour rôle l'identification c'est-à-dire l'arbitrage, l'identification de la communication, c'est-à-dire les nœuds qui entrent dans la communication, ainsi de suite. Ici, pour l'identificateur, il contiendra les informations sur le contenu de la trame, la longueur du message réponse, c'est-à-dire combien il y aura d'octets dans le message réponse, et aussi l'adresse du nœud qui va répondre, c'est-à-dire l'adresse du nœud qui va envoyer ces données. Donc, grosso modo, trois informations. Donc ça, c'est le header. 3 champs. Le champ de synchronisation, le break, c'est-à-dire start, le champ de synchronisation qui permettra de se synchroniser avec l'horloge de transmission, et le champ identificateur. Alors concernant la tâche esclave, donc le message réponse, donc il est conçu d'une charge donc maximum de 8 octets. Donc maximum de 8 octets suivi suivi d'une chambre de contrôle checksum, l'équivalent du CRC, qui détectera les erreurs. Donc ce message réponse, il sera transmis à l'aide d'une tâche esclave. Donc remarquez bien, je parle de tâche. Pourquoi je parle de tâche ici? Parce qu'on a dit que le driver du bus LIN, c'est pas un contrôleur physique, mais c'est
c'est un driver logiciel, c'est du soft. C'est-à-dire le driver soft, grosso modo, il y aura deux tâches dans ce driver. Donc une tâche maître qui s'occupera de transmettre le header, et une tâche esclave qui s'occupera de transmettre la réponse. Pour la tâche maître, le seul qui pourra l'exécuter, c'est le maître du réseau, c'est-à-dire c'est lui qui pourra exécuter la tâche maître. Par contre, pour la tâche esclave qui s'occupera de générer le message réponse, alors cette tâche, donc, elle peut être générée soit par le nœud maître, donc elle sera générée par le nœud maître. Quand est-ce qu'elle sera générée par le nœud maître? Si c'est le nœud qui va transmettre les données, c'est-à-dire si c'est une communication maître vers l'esclave. C'est le maître qui va envoyer les données vers l'esclave. À ce moment-là, le maître va exécuter la tâche maître, qui consiste à envoyer le message header, et il va exécuter la tâche réponse, qui va constituer à envoyer les données avec le checksum. Donc dans ce cas, l'esclave ne fait que recevoir toute la trame. Le deuxième cas de figure, c'est le nœud esclave qui va envoyer les données. À ce moment-là, si le nœud esclave va envoyer les données vers le maître, c'est toujours le maître qui envoiera le header. C'est toujours le maître qui exécutera la tâche maître pour générer le header. Mais la tâche esclave qui générera la réponse, elle sera cette fois exécutée par le nœud esclave, parce que c'est lui qui va envoyer les données vers le maître. Donc voilà, si on veut résumer, on distingue deux types de communication. La première, c'est maître vers esclave. Dans ce type de communication, c'est le maître qui va envoyer les données vers l'esclave. Donc les deux tâches seront exécutées par le maître. Le maître exécutera la tâche maître qui va générer le header, qui contient 3 champs, et par la suite, il va exécuter, toujours le maître, il va exécuter la tâche esclave, qui va générer les données et le checksum. Donc, le nœud esclave recevra le header et la réponse. Maintenant, le deuxième type de communication, c'est esclave-maître. Ça veut dire c'est l'esclave qui va envoyer les données vers le maître. À ce moment-là, le maître, il va exécuter la tâche maître en envoyant le header, le message header, break, synchronisation et identifiant 1. L'identifiant 1 permettra d'identifier l'esclave qui va répondre. À ce moment-là, l'esclave qui a cet identificateur, qui possède cet identificateur, il va exécuter la tâche esclave qui consiste à générer les données avec le checksum. Donc voilà un résumé des deux modes de communication au sein du bus ligne. Donc maintenant, on peut ainsi donner, après, si on a bien compris, on peut donner une idée des drivers logiciels. Donc un algorithme des drivers logiciels qui doivent être exécutés au niveau des nœuds maître esclave du bus ligne. Par exemple, s'il s'agit du nœud maître, donc voilà l'algorithme de son driver par exemple. Donc lui, il va attendre wait for message to send, c'est-à-dire il va attendre l'exécution de la fonction pour envoyer un message. Une fois l'ordre est donné, il commencera par exécuter la tâche header, la voilà. Donc la tâche maître c'est celle-là. Donc il va transmettre le break, il va transmettre le champ de synchronisation, puis il doit transmettre l'identifiant. Donc c'est l'identifiant qui va indiquer est-ce que c'est une communication maître-esclave ou esclave-maître. Si c'est une communication maître-esclave, à ce moment-là, le maître va continuer par transmettre, par exécuter la tâche esclave. Ça, c'est la tâche esclave. Donc, après la transmission d'identifiant, il va transmettre la donnée de 1 à 8 octets, puis le checksum, il va le calculer et le transmettre. Maintenant, s'il s'agit d'une communication esclave-maître, le tout dépendra de l'identifiant, on va le voir. C'est l'identifiant qui va spécifier le type de communication. Est-ce que c'est maître-esclave ou esclave-maître? Donc, s'il spécifie que c'est une communication esclave-maître, ça veut dire qu'il va attendre de recevoir les données qui seront générées par l'esclave. Donc il va recevoir les données, recevoir le checksum, vérifier les erreurs,
et puis il va attendre le début d'un autre cycle. Donc ça, c'est l'algorithme du driver qui va se situer au niveau du maître. Maintenant, les esclaves, voilà le contenu de leur driver. Eux, ils ne peuvent pas transmettre, on a dit, de header, c'est-à-dire ils n'auront pas de tâche maître à exécuter. La première chose qu'ils vont faire, c'est attendre la détection du break, c'est-à-dire le start. Donc une fois ils détectent l'arrivée du champ break, ils attendent la synchronisation, le champ de synchronisation pour se synchroniser avec le débit de transmission, et après ils reçoivent l'identifiant. Une fois ils le reçoivent, qu'est-ce qui leur intéresse dans cet identifiant? C'est trois choses. Première chose, est-ce que l'identifiant concerne leur nœud? Si l'identifiant concerne leur nœud, alors qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils doivent envoyer les données ou ils doivent recevoir les données? S'ils doivent envoyer les données, ils commencent par exécuter la tâche esclave, c'est-à-dire ils transmettent les données et le checksum. S'ils doivent recevoir les données du maître, ils reçoivent ces données et reçoivent le checksum et vérifient les erreurs. Maintenant, si l'identifiant ne les concerne pas, c'est le troisième choix, non match, c'est-à-dire il n'y a pas un match entre l'identifiant qu'ils ont reçu et le leur. Là, ils reviennent à l'état initial en attendant un autre break. Alors là, ce cas de figure, on va le réexpliquer en détail quand on va voir le contenu de l'identifiant. On va bien comprendre ces choix-là, comment ils seront pris, donc comment les choix seront pris aussi bien au niveau du maître qu'au niveau de l'esclave. Donc voilà, donc j'ai voulu donner une idée des algorithmes des différents drivers qu'on retrouvera aussi bien au niveau du maître qu'au niveau de l'esclave. Donc, passons enfin à la description en détail de la trame du busline. Alors concernant le message header, on a dit qu'il y a trois champs. Donc le premier champ, c'est le champ break, c'est l'équivalent du start. Mais ici, c'est pas un bit start, comme c'est le cas du bus CAN ou le cas de la norme RS-232, mais il y aura un minimum de 13 bits dominants, et voilà, suivi d'un délimiteur break, formé typiquement de 1 à 4 bits récessifs. Ici, dans ce cas, le break, c'est 13 bits dominants, suivi d'un bit récessif, le délimiteur. Ce champ indique que il y a une trame qui va être envoyée. Après ce champ, le deuxième champ qui est envoyé par le maître, c'est un champ de synchronisation. Donc en binaire, c'est 55. En hexadécimal, c'est 55. Si je convertis 55 en binaire, qu'est-ce que ça donnera? 0, 1, 0, 1, 0, 1, puis 0, 1. Donc ça veut dire, la donnée, le premier bit c'est le bit start, et le dernier bit c'est le bit stop. Rappelez-vous, on a dit que le busline utilise l'interface de communication UART des microcontrôleurs qui suivent la norme RS-232, c'est-à-dire maximum une donnée de 8 bits, précédée d'un bit start et suivi d'un bit stop. Donc ça veut dire dorénavant, à partir d'ici, à partir de ce champ-là, tous les autres champs qui viendront après suivront la même règle. Chaque octet sera précédé d'un bit start et sera suivi d'un bit stop. Donc ici, l'octet qui est envoyé dans le champ synchronisé, c'est 55. Quand on le convertit en binaire, c'est comme si on retrouve une horloge cachée. Une horloge qui est cachée ici, et on voit bien qu'elle va permettre au nœud esclave de se synchroniser avec le nœud maître. Le troisième champ, c'est le champ identifiant, donc l'identificateur, lui aussi 8 bits, voilà, précédé d'un bit start et suivi d'un bit stop. Alors ce 8, ça c'est très important, c'est très original ce protocole. Alors les 4 premiers bits, de ID0 à ID3, c'est un identifiant qui va indiquer le nœud qui va envoyer la partie réponse de la trame. Donc c'est un identifiant sur 4 bits, ce qui fait au maximum 16 combinaisons. Et dans ces 16 combinaisons, de 0 à 15, en décimale, on aura maximum 1 maître et 15 esclaves. Au maximum 1 maître et 15 esclaves. Par exemple, on peut choisir de donner au nœud maître l'identifiant 000.
c'est-à-dire 0. Et les autres esclaves, donc le premier esclave, on va leur donner l'identifiant 1, le deuxième l'identifiant 2, et ainsi de suite. Ou l'inverse, on peut donner au maître l'identifiant 15, c'est-à-dire le dernier, 1, 1, 1, 1, 4, 1, et les autres esclaves, on va leur donner l'identifiant 0, 1, 2, et ainsi de suite. Alors là, ça veut dire, et là on commence un petit peu à comprendre. Donc, rappelez-vous, ça indique ces 4 bits, qu'est-ce qu'ils indiquent? L'identifiant du nœud qui va envoyer la partie message-réponse. Donc si je reviens un petit peu en arrière, donc voilà, rappelez-vous ici, donc supposons que notre maître a l'identifiant 000, et les esclaves, ils auront l'identifiant 1, 2, 3, jusqu'à 15. Donc si je suis en mode communication maître-esclave, les 4 premiers bits de l'identifiant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'identifiant du maître. 0, 0, 0, 0. Donc comme ça, quand le maître arrivera à l'identifiant, qu'est-ce qu'il retrouvera? 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire il retrouvera son propre identifiant. C'est comme ça qu'il saura que c'est à lui de transmettre la partie réponse, c'est-à-dire d'exécuter la tâche esclave. Donc il va transmettre la donnée. Maintenant, dans le deuxième cas, esclave maître, donc supposons qu'on veut envoyer vers l'esclave 1, on va mettre dans les 4 premiers bits de l'identifiant 0001. Donc quand le maître recevra ça, cet identifiant 001, qu'est-ce qu'il saura? Il saura qu'il va recevoir les données que va lui envoyer l'esclave numéro 1. D'accord. Donc pour lui, tout autre identifiant que 000, ça signifie qu'il va recevoir les données. Et quand l'identifiant est 000, ça signifie qu'il va envoyer les données. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esclave toujours. Donc, supposons qu'il reçoit un identifiant. L'identifiant, il reçoit 0000 comme identifiant. Pour lui, ça veut dire match to get data. Ça veut dire il va s'attendre à recevoir les données qui viennent du maître. D'accord. Maintenant, supposons que ça, c'est l'esclave 1. S'il reçoit l'identifiant 0001, ça veut dire que c'est à lui d'envoyer les données. Donc, il exécutera la tâche esclave. Il envoie les données, puis le checksum. Maintenant, s'il ne reçoit ni 000 comme identifiant, ni 0001 comme identifiant, c'est-à-dire le sien, ça veut dire que cette trame ne le concerne pas, il ne va rien faire. Donc là, on commence à mieux comprendre les choix qui sont effectués au niveau de chaque maître, du maître et de l'esclave, quand ils recevront ou quand ils transmettront l'identifiant. Donc si on revient maintenant à notre trame, donc voilà. Donc on a dit que les 4 premiers bits, indique l'identifiant du nœud qui va envoyer le message réponse. On a vu des exemples. Alors maintenant, les 2 bits qui suivent, ils indiqueront la taille des données. Et là, on a une petite limite de ce protocole, c'est qu'on a dit que le maximum c'est 8 octets. Donc on a besoin de 4 bits comme le bus scan pour indiquer la longueur. Mais là, il y a uniquement 2 octets, ça veut dire qu'il y aura des limites. Donc voilà les limites. C'est soit on pourra envoyer 2 octets, soit on pourra envoyer 4 octets, soit on pourra envoyer 8 octets. Si on veut envoyer 2 octets, on va mettre dans ces bits soit 00, soit 01. Si on veut envoyer 4 octets, on met un 0. Si on veut envoyer 8 octets, un 1. Ça veut dire, dans le cas où j'aurais besoin d'envoyer un bit de données, je suis obligé de l'insérer dans 16 bits, dans 2 octets. J'envoie 2 octets pour envoyer un bit. Ou par exemple, j'ai besoin d'envoyer un octet, je peux pas. J'envoie 2 octets et dans ces 2 octets, il y aura mon octet qui est utile. Donc voilà pour les 2 bits qui suivent. Maintenant, les 2 derniers bits sont des bits de parité. C'est pour détecter les erreurs. Et là, on a vu que le bit de parité de la norme RS232 il n'était pas fiable. Parce qu'en cas de double erreur, il n'arrive pas à détecter le changement de parité du 1. Là, la parité, c'est un algorithme mixte. C'est-à-dire comment calculer ces bits. Le P0, le bit de parité P0, il est calculé avec un OU exclusif entre le bit ID0, ID1, ID2, ID4. 0, 1, 2 et 4.
Et le P1 est calculé par un OU exclusif entre ID1, ID3, ID4, ID5. Ce qui garantit une meilleure détection d'erreur. Et cette parité est calculée uniquement au niveau de l'identifiant. Pour que le nœud qui reçoit cet identifiant détecte est-ce qu'il y a une erreur ou non dans l'identifiant qui est reçu. Donc voilà pour le message header et sa description en détail. Maintenant, concernant le message réponse, donc on a dit que le message de réponse est conçu de 1 à 8 octets. Et comme on a vu, chaque octet est précédé d'un bit start et suivi d'un bit stop. D'accord? Et après ces données-là, il y a le checksum, c'est-à-dire l'équivalent du CRC pour la détection d'erreurs. Alors, ce checksum lui aussi start stop, donc c'est un checksum sur 8 bits. Alors, il est calculé en réalisant au niveau de l'émetteur, qu'est-ce qu'il va faire? Une somme inversée de tous les octets de données. Donc il va faire leur somme inversée modulo 256. Et le résultat qu'il va trouver de cette somme inversée modulo 256, il va l'envoyer ici. Le récepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même somme inversée modulo 256 des données qu'il a reçues. Il va ajouter le checksum. Il doit retrouver comme résultat FF. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune erreur qui a été transmise. Vous n'avez qu'à tester, prendre 4 ou 5 octets, faire leur somme, faire le bar de cette somme, le checksum, et ajouter après, et vous allez voir que vous allez retrouver le résultat FF. Maintenant, depuis la norme 2.0, on intègre l'identificateur dans cette somme, c'est-à-dire on fait la somme, ça c'est au niveau du mètre, puisque c'est lui qui va envoyer, dans le cas où il va envoyer la réponse, il va intégrer dans la somme l'identifiant. Donc il prendra l'identifiant, puis les données pour réaliser la somme. Donc voilà, donc maintenant on va finir un peu avec le cadencement du bus line. Donc, concernant ce cadencement, et parce que c'est un bus interrogé, donc on a vu que le bus line c'est un bus interrogé. Donc c'est quoi interrogé? Ça veut dire il fonctionne en mode pooling, où les esclaves sont interrogés par les maîtres et ils répondent à leurs requêtes. Donc, vu que c'est un mode pooling, le traitement de chaque trame, voilà, la trame se voit allouer un temps nominal. Comme le montre cette figure, ça veut dire le temps nominal du header, c'est 10 plus 14 bits, ça veut dire c'est 34 fois la durée d'un bit. Ça dépendra bien sûr du débit. Donc ça c'est le temps nominal pour envoyer un header, et le temps nominal pour envoyer la réponse, c'est de 10 à 80 bits des données, plus les débits du checksum. Fois t bits bien sûr, fois la durée d'un bit. Là vous remarquez qu'on met toujours 10 pour chaque octet, vu qu'on ajoute le bit start et le bit stop. Et le temps nominal de la trame tout entière, ce sera le temps nominal du header plus le temps nominal de la réponse. C'est-à-dire 34 plus 90 bits maximum fois t bits. Maintenant, vu les délais de transmission et les délais de traitement, donc le traitement de chaque trame se voit allouer une réserve de temps, allant jusqu'à 40% du temps nominal. Ça veut dire, en d'autres termes, chaque nœud line est autorisé à retarder la transmission de chaque caractère. C'est-à-dire que chaque caractère peut être retardé un petit peu. C'est-à-dire quand je vois break, je peux attendre un peu avant d'envoyer le champ synchronisation. Puis j'attends un peu avant d'envoyer le champ field. Mais cette attente ne doit pas dépasser 40% du temps alloué. Et on distingue ici deux types de retards. Il y a les interbytes, ça veut dire les retards intercaractères, et les la réponse space, ça veut dire inter-message, c'est-à-dire le retard qu'il y aura entre le message header et le message réponse. Et ces retards-là ne doivent pas dépasser 40% du temps nominal qui est alloué. Donc, la durée maximale, on peut la résumer comme ça. On sait que le temps nominal, pour le header, c'est 34.
10, 10 plus 14, c'est 34 fois t bits. Le temps maximal sera 1,4 fois le temps nominal. La même chose pour le temps de réponse max. Et bien sûr, le temps de la trame maximale, c'est le temps de header maximum plus le temps de réponse maximum. Donc ça, c'est la latence qui est acceptée pour la transmission. Maintenant, on va voir certaines particularités du protocole LIN. On va commencer par la détection d'erreurs. Donc la version LIN 1.3. Donc les méthodes d'erreur qu'on va décrire, ils sont décrites par la spécification, comme j'ai dit, de la version 1.3 du bus LIN. Donc les premiers types d'erreurs qu'on détecte, c'est l'erreur de bit. Donc elle se produit, donc bit error, elle se produit quand une valeur de bit lu est différente de la valeur de bit transmise. Donc on revient au bit monitoring. Donc ça, c'est la responsabilité du nœud maître ou esclave qui a transmis les données. Donc c'est lui qui doit détecter ce type d'erreur. Donc maintenant, le checksum erreur. Donc c'est une erreur qui est détectée au niveau du checksum. Et la détection de cette erreur est la responsabilité du nœud maître ou le nœud esclave qui a reçu les données. Donc c'est lui qui doit vérifier ce type d'erreur. Identifier parité erreur. Vous vous rappelez les 2 bits de parité qu'on ajoute dans l'identifiant. Donc la détection de ce type d'erreur, c'est la responsabilité du nœud esclave qui va recevoir le message header. Donc c'est lui qui doit identifier l'erreur au niveau de la parité de l'identifiant. Donc il y a aussi le slave not responding error. Donc là, ce type d'erreur est défini par la spécification version 1.3 comme une trame qui n'a pas fini sa transmission au bout de la durée maximale qui lui a été allouée. Vous vous rappelez, le teleframe maximum, c'est 1,4 fois la durée de la trame nominale qu'on avait calculé, c'est 34 bits fois t bits concernant le header plus 90 bits fois t bits concernant la réponse. Donc ça, pour ce type d'erreur, donc la responsabilité, c'est la responsabilité du nœud maître ou de n'importe quel nœud esclave qui attend de recevoir le message réponse. Donc c'est lui qui va détecter ce type d'erreur. Alors, la dernière erreur, c'est physical bus error. Donc, elle a lieu si aucun message valide n'a pu être généré par le maître, ou si le bus est court-circuité à la masse. Donc, c'est la responsabilité des 2 nœuds, aussi bien maître et esclave. Et vous remarquez qu'à chaque fois, je dis c'est la responsabilité du maître, la responsabilité de l'esclave. Pourquoi? Parce que le protocole BusLIN ne gère pas automatiquement les erreurs. Donc, pourquoi? Parce que l'assignation directe d'erreur n'est pas possible en raison de la notion de maître. Donc, l'esclave ne peut pas initier une communication pour indiquer une erreur. Donc, les erreurs doivent être détectées localement. Donc, ça, c'est la première particularité du BusLIN. Et à partir de la spécification LIN 2.0, donc, ils ont déclaré que la détection d'erreurs devait être prise en charge par les tâches esclaves. Donc, et que la surveillance des erreurs par la tâche maître n'est pas requise. C'est celui qui exécute la tâche esclave. C'est quoi? C'est celui qui va générer, dont le rôle est générer la réponse. Le nœud qui exécute la tâche esclave, ça peut être le nœud maître, si c'est lui qui envoie les données. Comme ça peut être le nœud esclave, si c'est lui qui envoie les données. C'est ce nœud-là qui doit prendre en charge la détection d'erreur. Alors, comment il va prendre en charge ces détections? Donc, dès qu'il rencontre la première erreur, que ce soit bit error, checksum error, identifier parité, slave not responded, physical, donc dès qu'il détecte l'une de ces erreurs, donc la tâche esclave, c'est-à-dire l'exécution de la tâche esclave, sera interrompue. Donc on arrête l'exécution, on libère le bus, jusqu'à ce qu'on détecte une autre trame. Donc la séquence break synchronisation suivante. Donc c'est comme ça qu'on indique qu'il y a une erreur. On arrête le traitement de la trame en cours, tout simplement.
donc celui qui exécute la tâche esclave, arrête le traitement en cours et attend la réception d'une autre trame. Ça veut dire il attend une séquence break, la séquence break synchronisation suivante. Donc voilà comment les erreurs sont gérées, doivent être gérées au niveau du bus ligne. C'est une particularité. La deuxième, c'est la mise en veille des esclaves. Donc à partir de la version ligne 2.0, donc le protocole offre un mécanisme qui permet à tous les nœuds d'entrer dans un état de sommeil, donc de veille, et d'économiser potentiellement l'énergie. C'est l'une d'ailleurs des choses qui ont justifié l'utilisation de ce bus. Donc, d'après la spécification de 2.0, tous les esclaves peuvent être forcés en mode veille par le maître. Comment? Donc, il va envoyer une trame de requête de diagnostic avec un identifiant 60 et dont le premier octet de données sera égal à 0. C'est-à-dire, il va exécuter la tâche maître, et avec cette tâche maître, il va envoyer l'identifiant 60, je m'excuse, et puis il va exécuter la tâche esclave. Il va envoyer 8 octets de données, dont le premier octet sera égal à 0. Si les esclaves reçoivent cette trame, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils vont entrer en veille. Donc, cette trame particulière, elle s'appelle commande de mise en veille. C'est une trame de commande de mise en veille. Il y a aussi le deuxième cas, donc le réseau ligne reste, si le réseau ligne reste inactif pendant plus de 4 secondes, les esclaves entrent automatiquement en mode veille. Donc là, ce sont les particularités, les avantages de ce bus. Et bien sûr, comment les réveiller? Donc la requête de réveil est émise en forçant le bus à un niveau dominant pendant 250 microsecondes à 5 millisecondes. Donc voilà pour cette vidéo qui essaie de décrire plus ou moins en détail le protocole de communication ou le bus de communication ligne.